Bienvenue à tous dans ce programme de À l'affiche. Notre invité d'aujourd'hui a écrit la vie en écrivant la sienne. La fille, l'adolescente, l'amoureuse, la mariée, la divorcée, la scandaleuse, l'engagée. Elle est l'une des plus grandes écrivaines au monde. C'est la première Française consacrée prix Nobel de littérature. On la retrouve en Italie, où elle vient d'être distinguée par le prestigieux prix Taobook à Taormina, ici en Sicile. Annie Ernaux, merci d'être avec nous sur France 24. Merci de m'accueillir. Alors, déjà, peut-être vous demander comment allez-vous depuis le prix Nobel? Qu'est-ce que ça a changé à votre vie? Écoutez, c'est un peu une bombe, comme j'ai eu l'occasion de le dire, qui a tout de même éparpillé ma vie, dirais-je. Vous voyez, comme une bombe à fragmentation. C'est-à-dire, je m'éparpille moi-même en voyage, en interview. Et j'ai effectivement plus le temps d'écrire et j'ai à peine le temps de lire, c'est une occupation qui m'occupe aussi beaucoup. Donc je crois qu'il est temps que je rentre à la maison. Mais alors, que ressentez-vous à l'idée de recevoir ce prix, en particulier le prix Taobook, qui salue non seulement vos qualités artistiques, mais aussi morales? Alors, le terme moral me fait peut-être un petit peu problème. Peut-être c'est le mot, oui, engagement. Engagement dans le monde, avec ce que ça veut dire, d'être sensible, c'est trop vague, mais disons, décider à mettre au jour ce qu'il peut y avoir d'injustice concernant les êtres humains d'une manière générale. Alors, on continue sur l'injustice. Vous êtes connu aussi pour votre capacité à capter une époque comme personne. On se souvient des années qui retracent 60 ans de l'histoire de France à travers la vie d'une femme, la vôtre, mais pas que. Que pensez-vous de la situation politique et sociale actuelle en France ? Alors, c'est une situation qui me paraît extrêmement problématique, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'irai pas jusqu'à dangereuse, mais tout de même, il y a une sorte de progressive restriction de la démocratie. Je ne dis pas des libertés, de la liberté en général, thème de Taobook, mais de la démocratie, du fonctionnement de la démocratie. On tombe de plus en plus, et on l'a vu avec la réforme des retraites, dans justement l'impossibilité pour la population française, en fait, de faire valoir son point de vue, son ressenti, comme on dit, et mais sa situation, tout simplement sa situation. Et donc c'est au minimum problématique, oui. Votre œuvre en entier parle de la vie à travers le regard d'une femme. Vous avez souvent dit qu'en France, on ne vous pardonnait pas d'être une femme et de gauche, je ne sais pas exprès. La situation, vous trouvez qu'elle a évolué depuis ? Je crois bien que pas tellement. Pas tellement comme on a pu effectivement le voir depuis un an à mon égard, du moins dans une... Alors il faut être juste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont au contraire été ravis qu'une femme... Je le confirme. Voilà, une femme et avec des engagements de gauche reçoit le prix Nobel, avec ces traces que j'ai trouvées mais vraiment très émouvantes et admirables, disant c'est un peu comme si nous en tant que femmes, nous en tant que je vais dire travailleurs, en tant que profs, en tant que voilà, on avait reçu ce prix Nobel et donc c'est un sentiment qui m'a portée. Mais quand on regarde dans les détails, on s'aperçoit que tout de même il y a une prime à être un écrivain mâle. Est-ce que d'ailleurs, vous trouvez que sur les deux étiquettes, femme ou de gauche, laquelle a été la plus lourde à porter ? Je dirais que ça a été vraiment les deux ensemble, je crois. Le premier livre qui a été publié de moi, c'est évidemment un texte sur les armoires vides. C'est un texte d'une très grande violence contre l'avortement donc clandestin, enfin ce à quoi on condamne les
femmes, puisque c'était avant la loi Veil, et également donc, le problème social, en fond, du passage d'un monde à un autre, avec, donc, effectivement, c'était une vision tout à fait politique. Oui. Donc, je ne vois pas ce qu'on me reproche maintenant, 50 ans, presque 50 ans après, alors que je n'ai jamais cessé, effectivement, d'être de poursuivre mon chemin. Mais donc, pour vous, vous l'avez démontré à de nombreuses reprises, on vous a reproché de parler librement de vous, de la femme amoureuse, de votre sexualité, dans Passion simple. On vous a reproché de parler de votre avortement, dans l'événement, etc. Est-ce que pour vous, finalement, l'intime n'est pas juste la chose la plus politique qui soit? Je pense qu'effectivement, oui, parce que c'est mettre au jour, au fond, comment, dans la personne, dans son intériorité, on vit le reste de la société, ce qui organise la société. C'est les lois, les interdits de parole, voilà. Et donc, c'est à partir du moment où on commence à s'exprimer, effectivement, c'est politique. Je me demandais s'il n'y a pas un malentendu avec vous sur l'impudeur. On vous traite d'impudique. Ça fait très longtemps, mais c'est peut-être aussi qu'on avait un problème avec l'impudeur des femmes, d'une manière générale. Mais je me demandais justement, allons plus loin, si vous vous êtes choisi comme sujet principal, c'était pas au contraire par pudeur pour ne pas impliquer les autres. Au début, c'était marqué Anidé, Yvetot, c'est Y. Il y a très peu de détails sur les autres. Oui, est-ce que c'est pas cette pudeur-là, bien normande d'ailleurs, d'où vous venez, de ne pas impliquer les autres, qui fait que vous vous dites, bon, c'est plus facile finalement? C'est une idée vraiment qui m'intéresse beaucoup, ce que vous dites, parce que ça n'est pas un problème pour moi d'exposer à travers l'écriture. C'est toujours un problème pour moi, ça l'est un peu moins maintenant, mais ça l'était de me montrer à la télévision, de me montrer en public. Alors que par l'écrit, j'avais toutes les libertés, toutes les possibilités. Vous voyez ? C'est-à-dire que pour moi, l'écriture, c'est quelque chose qui, au fond, c'est immatériel. Et ça se matérialise à l'intérieur de chaque lecteur, au fond. Et donc, ma personne, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et l'autre grand sujet, justement, vous avez employé le terme de transfuge de classe, quelqu'un qui serait passé d'une classe pauvre à une classe plus aisée, c'est votre cas, vous êtes né dans un milieu modeste normand, on l'a dit, à Yvetot, et vous avez fini, grâce à l'école, à vous élever socialement, à devenir professeur agrégé de lettres, et tout ça. Que répondez-vous à ceux qui disent, en fait, on ne peut pas être et avoir été? Finalement, on ne peut pas, une fois qu'on a changé de classe, on serait plus légitime à parler de sa classe d'origine. Et on ne partage plus le même monde, c'est évident. C'est évident, mais il y a, je crois, ce premier monde, enfin, pour moi, il est vraiment toujours là. Il est là dans ma manière de regarder le monde. Il est là dans cette sensibilité que j'ai à tout ce qui est justement cet écart de culture, cet écart de considérer les gens. Voilà. C'est pour ça que spontanément, au moment de la crise des Gilets jaunes, je me disais, mais oui, mais effectivement, c'est d'entendre, il y a ceux qui sont quelque chose et ceux qui ne sont rien, dit par le président de la République, comment c'est une honte de pouvoir dire ça. Et donc, c'est ça, je le ressens très, très vivement. Et c'est une façon, effectivement, d'être dans deux mondes à la fois. Alors, on peut considérer que le transfuge de classe a une expérience plus riche quelque part. Moi, j'élargirais tout ça aussi, je veux dire, ceux qui passent d'un pays dans un autre, voilà. Et vous savez que le texte que j'ai écrit pour Taormina, oui, c'est pour parler justement des migrants. On peut dire qu'on ressent davantage sans doute le monde. Là où ça rejoint donc votre engagement politique et le féminisme, dans votre œuvre La femme gelée, par exemple, vous dites votre surprise de la condition de la femme bourgeoise, très différente de la femme paysanne normande que vous connaissez, qui travaille, dont le ménage n'est pas une priorité. D'ailleurs, on voit les restes de poussière, ça c'est un détail. Quelle serait pour vous, alors, votre définition du féminisme ? Pour moi, le féminisme, c'est absolument qu'il y ait
une égalité entre les deux sexes, mais très profonde, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir un échange, par exemple dans l'éducation des enfants, qui est une chose extrêmement importante. Quand on pense que les hommes ne passent, au fond, passent très très peu de temps avec leurs enfants, mais alors que ce sont les mères qui les éduquent, qui vont chez le médecin, voilà, c'est tout de même cela, le féminisme. Vous avez écrit sur différentes phases de votre vie, votre petite enfance, la place, la honte, votre adolescence, mémoire de fille, alors je ne vais pas tous les citer, votre vie de femme, bien plus dans les années, la femme gelée, etc. Votre vie de femme mûre, divorcée, dans Le jeune homme d'ailleurs, sorti en 2002, mais très peu sur la vieillesse. Pourquoi ? Je pourrais vous répondre que je me suis longtemps pas sentie vieille. Ah, très bonne réponse en tout cas. Voilà, c'est quand même la première réponse. Et je dois dire que écrire, c'est justement une façon de ne pas se sentir vieille. Alors, vos livres ont été traduits récemment en créole, oui, largement lus à travers le monde d'ailleurs. Justement, comment vous vivez l'accueil de vos livres à l'étranger ? Alors, c'est la plus grande satisfaction qu'on puisse avoir, parce que c'est des barrières, les barrières de la langue. Je suis bien placée pour le savoir, parce que je parle très mal anglais. Je connais qu'un peu d'italien et d'espagnol, et voilà. Et en plus, en tant qu'écrivaine, où vraiment j'ai un rapport aux mots qui est presque, je veux dire, charnel, ancien, etc. Donc, c'est formidable. Je veux dire, quelque chose, voilà. C'est la vraie mondialisation, ça. Voilà. Et pas économique. En tout cas, on vous entend. Merci infiniment, merci. Vraiment, Annie Ernaux, pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Merci aux spectateurs. Et on se dit à très bientôt sur France 24. Vue de France. Vue de France, c'est le rendez-vous incontournable pour suivre toute l'actualité française. Dans Légendes urbaines, les grands artistes de la culture urbaine se confient et se révèlent comme vous ne les avez jamais vus. Le Paris des Arts vous emmène à la rencontre des musiciens, sculpteurs, cinéastes, écrivains, tous ces artistes qui façonnent les arts à travers le monde. C'est en France, parcours l'Hexagone pour mieux comprendre le quotidien des Français. Vous êtes ici, gastronomie, architecture, littérature, la palette des talents français n'a pas fini de vous surprendre. Pas de quartier, donne la parole aux habitants des banlieues françaises. Vue de France, à retrouver tous les jours sur France 24 et france24.com.